14h, bienvenue à vous. Si vous nous rejoignez sur BFM TV, nous sommes ensemble jusqu'à 17h dans le non-stop. Bonjour à tous, bonjour François. Bonjour Fanny, bonjour à tous. À la une femme au perchoir, sauf surprise, c'est Yaël Braun-Pivet, candidate de la majorité qui devrait être élue présidente de l'Assemblée nationale dans les prochaines heures. On vous fait vivre cette première en direct sur BFM TV avec nos équipes sur place ainsi que de nombreux invités politiques. Autour de l'opposition de rencontrer Elisabeth Borne, la Première ministre poursuit ses consultations des chefs de groupe parlementaires dans l'objectif de présenter son nouveau gouvernement d'action au président en fin de semaine. Et la tâche est loin d'être facile. Damien Abad ne connaît absolument pas la plaignante, dit son avocat ce matin sur BFM TV. Une plainte pour tentative de viol a été déposée hier contre le ministre des Solidarités. Il compte lui aussi déposer plainte pour dénonciation calomnieuse. La question de son maintien dans l'équipe Borne se pose de nouveau. La Russie ne peut et ne doit gagner. Les sanctions seront maintenues aussi longtemps que nécessaire. C'est la réponse d'Emmanuel Macron en clôture du sommet du G7 à l'offensive russe en Ukraine. Moscou ayant jugé plus tôt que ces assauts cesseraient lorsque Kiev capitulerait. Les choses sérieuses commencent donc cet après-midi à l'Assemblée nationale. Philippe Corbet, Amandine Atalaya, on vous retrouve sur place. Vous allez notamment nous faire vivre l'élection du nouveau président de l'Assemblée qui, pour la première fois, devrait être une présidente, une femme. Expliquez-nous tout. Oui, c'est un moment assez particulier qu'on va vivre ici à l'Assemblée nationale. On est dans la salle des pas perdus, à quelques mètres de l'hémicycle. Les députés vont arriver et pour beaucoup d'entre eux, ça sera une première séance à l'Assemblée nationale. Et dans un peu moins d'une heure, dans 55 minutes, la garde républicaine va prendre place ici et le président de séance, qui est un député Rassemblement national, Monsieur Gonzalez, 79 ans, qui est le doyen de cette nouvelle Assemblée, va présider la séance pour cette première séance de la nouvelle Assemblée nationale, à l'issue de laquelle, logiquement, Yaël Braun-Pivet, candidate désignée par la majorité macroniste, devrait être élue président de l'Assemblée nationale. Mais je dis devrait parce que, au fond, même si c'est le scénario le plus probable, ça ne sera pas une formalité comme ça l'était généralement lors des assemblées précédentes, Amandine. Exactement, puisqu'il n'y a pas de majorité absolue, faut-il le rappeler, et donc ça ne va pas être aussi simple que ce qu'on avait pu voir par le passé. Il pourrait y avoir plusieurs tours, il y aura même plusieurs tours, c'est à peu près certain, ce qui pourrait nous mener d'ailleurs assez tard dans l'après-midi. On va suivre ça tous ensemble, enfin même peut-être assez tard dans la soirée. C'est à ce moment-là qu'on pourrait avoir l'élection définitive de Yaël Braun-Pivet et son discours d'ailleurs à cette occasion. Alors pour l'instant les Français la connaissent assez peu, même si elle a eu un rôle clé déjà à l'Assemblée nationale puisqu'elle a été présidente de la commission des lois pendant 5 ans, ce qui était déjà assez spectaculaire puisqu'en 2017 en fait quand elle avait été élue à ce poste, c'était une des novices, un des nouveaux visages que mettait en avant Emmanuel Macron. Elle était jusque-là avocate pénaliste et en fait elle a fait ses preuves pendant 5 ans, y compris, c'est ce que disent beaucoup à droite, d'avoir la capacité à faire du compromis. Et c'est le mot que l'on va entendre sans cesse, non-stop, désormais, le mot de compromis, puisque on s'oriente vers une solution pour Emmanuel Macron et il faudra trouver des majorités au cas par cas sur divers textes. Et c'est ce sur quoi Elisabeth Borne est en train de travailler en ce moment, Philippe. Et d'ici 15h, à partir de 15h, vous pourrez suivre sur BFM TV cette première séance de la nouvelle Assemblée nationale. D'ici 15h, viendront nous rejoindre ici, depuis la salle des pas perdus, en direct sur l'antenne, Annie Genevard, qui est la candidate de LR pour cette présidence de l'Assemblée, Sébastien Chenu, qui est le candidat du Rassemblement national. On aura aussi Louis Boyard, qui est un jeune député de la France insoumise, qui est l'un des plus jeunes de cette nouvelle Assemblée, puisque les plus jeunes, les 6 plus jeunes, et ils ont entre 23 et 25 ans. Mais avec du tempérament. Les plus jeunes députés vont travailler avec le doyen pour présider cette séance. Et le doyen sera avec nous dans quelques instants. Donc Monsieur Gonzalez, qui est un député Rassemblement national, qui est un vieux militant, d'une certaine manière, vieux au sens du nombre de décennies qu'il a passé à militer au sein du Front National puis du Rassemblement National. Il a été un soutien très précoce de Jean-Marie Le Pen dès les années 70, puis il a eu des responsabilités locales dans les Bouches-du-Rhône avec le Front National, élu local ces dernières années. Il préside aujourd'hui cette séance et au fond, c'est un moment symbolique. S'il y a encore 10 ans, on avait dit qu'un jour, un député Rassemblement national présiderait la séance à l'Assemblée nationale. Il y a 10 ans, le Rassemblement national, ou plutôt le Front national à l'époque, faisait élire pour la première fois 2 députés. C'était déjà un choc politique pour beaucoup des oppositions. Là, on va assister à quelque chose d'assez étonnant cet après-midi,
député Rassemblement National va présider cette séance. C'est un peu le symbole aussi de cette situation politique assez inédite. Oui, c'est-à-dire qu'il y aura peut-être à la fin une dizaine de groupes à l'Assemblée nationale. Et d'ailleurs, on a déjà vu passer de nombreux députés qui s'arrêtent un peu derrière nous, qui font une photo pour ceux qui découvrent. Parce que, y compris Marine Le Pen elle-même, découvre une partie de tous ces 89 députés, dont certains ont été élus, alors non pas par hasard, mais de façon quasi miraculeuse. Marine Le Pen elle-même ne s'y attendait pas forcément. Et beaucoup d'autres postes vont se jouer, vont être décidés dans les jours qui viennent, notamment celui dont vous avez entendu parler, la présidence de la commission des finances de l'Assemblée nationale. Et là, il y a deux groupes qui espèrent l'avoir. D'un côté, la France Insoumise, avec notamment la candidature d'Éric Coquerel, le groupe de la NUPES. De l'autre côté, le Rassemblement national qui présente la candidature de Jean-Philippe Tanguy, pour le moment assez méconnu, mais c'est extrêmement important. Ce qui va se jouer, ce sera jeudi, n'est-ce pas? Parce que c'est un poste évidemment extrêmement symbolique pour l'opposition, et celui qui l'aura détiendra beaucoup de pouvoir et verra beaucoup le ministre de l'économie. Et ce sera d'ailleurs peut-être la première grande surprise de cette nouvelle Assemblée, puisque Éric Coquerel et Jean-Philippe Tanguy sont respectivement un proche de Jean-Luc Mélenchon et un proche de Marine Le Pen. Et à ce stade, aujourd'hui, on ne sait pas qui va être élu jeudi président de la commission des finances, puisqu'on ne sait pas exactement, dans le secret du vote, au sein de cette commission des finances, ce qu'en feront les députés de la majorité et les députés républicains. Par exemple, est-ce que certains députés républicains, pour faire barrage à Éric Coquerel, pour empêcher qu'un insoumis prenne la présidence de cette commission des finances, pourraient voter pour le candidat Rassemblement National? C'est une hypothèse, mais elle existe dans les esprits. Il faut rappeler que donc, il y aurait une forme de tractation, c'est ça, même implicitement, il pourrait y avoir le choix de barrer la route ou de laisser passer l'un ou l'autre. Donc il y a une incertitude autour de cela. On a vu aussi c'est le retour de la politique à l'Assemblée nationale, c'est ça? Oui, parce que la bonne politique ou la mauvaise politique? Il faut le dire, on n'est pas non plus né de la dernière pluie. On a vu d'autres assemblées. D'ailleurs, Monsieur González vient nous rejoindre. Monsieur González, on peut l'appeler Monsieur le Président. Venez vous mettre entre Bonjour, nous. Donc Monsieur González, qui est député du Rassemblement national des Bouches-du-Rhône, qui va présider cette séance. Vous allez pouvoir parler au micro de BFM TV. Vous allez présider cette séance de l'Assemblée nationale. Vous êtes, je disais à l'instant, un vieux militant du Front national puis du Rassemblement national. Vous avez commencé à militer dans les années 70-80 auprès de Jean-Marie Le Pen. Qu'est-ce que ça signifie pour vous et pour le parti que vous représentez, de présider cette séance cet après-midi ici à l'Assemblée? Oui, vous avez raison de le préciser. Je suis un vieux militant, et j'ai débuté à militer dans les années 70, vers la fin des années 70. Eh bien, ce que ça représente pour moi, personnellement, c'est un grand honneur, mais aussi c'est un grand plaisir d'offrir à Marine un député de plus dans le cadre du groupe que nous formons à l'Assemblée, et aussi de lui offrir, eh bien, écoutez, le doyen qui va présider cette séance, tout simplement. Même si, je répète, là, je vais présider cette séance jusqu'à l'élection du président de cette Assemblée, mais en tant que doyen, bien entendu, pas forcément en tant que représentant du Rassemblement national. J'ai l'honneur et le plaisir d'être le doyen. Et on imagine que Marine Le Pen vous a donné des conseils, puisque c'est quand même extrêmement symbolique pour le Rassemblement national aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Vous avez échangé? Oui, des conseils, on va dire, d'accord, mais pas de consignes. Elle m'a dit d'être moi-même, de ne pas engager des questions polémiques. Ce n'est pas le moment, ce n'est pas le débat. Mais elle m'a laissé libre choix sur le discours que je vais prononcer tout à l'heure, tout en le cadrant. Vous l'avez écrit seul? Je l'écris seul, je peux dire ça, oui. Avec l'aide peut-être de vos assistants, si vous les avez déjà trouvés? Non, pas encore trouvés. Ils sont trouvés, mais ils ne sont pas encore opérationnels, on va dire. Et je l'ai donc écrit tout seul. Je l'ai soumis à Marine Le Pen, bien évidemment. Elle n'a rien trouvé à y redire. Voilà. Et la ligne, c'est d'être constructif, c'est ça, pour le Rassemblement national? Oui, c'est une ligne, une opposition constructive, dans la limite où, effectivement, le gouvernement se rapproche quand même un petit peu de nos idées politiques, de notre ligne de conduite, de notre objectif politique. L'un des faits politiques marquants de ces derniers mois, de cette année électorale, c'est la qualification de Marine Le Pen au second tour de la présidentielle. 13 millions de voix au second tour, 42% des voix. L'entrée en masse du Rassemblement national à l'Assemblée avec 89 députés, vous êtes l'un d'entre eux. Vous qui avez été militant depuis si longtemps dans ce parti, est-ce que
Qu'est-ce que ça dit aussi de l'évolution de ce parti, de la stratégie menée depuis longtemps par Marine Le Pen? J'ai lu récemment dans une interview, vous aviez dit que Marine Le Pen avait édulcoré d'une certaine manière le programme que portait son père auparavant. Oui, d'abord, c'est un grand plaisir. Ce que ça veut dire, ça signifie que la persévérance paye, que Marine Le Pen a choisi la bonne direction. Quand j'ai dit qu'elle a édulcoré, peut-être un petit peu, bien entendu. Selon vous? Non, pas trop selon moi. Moi, j'ai suivi, je suis tout à fait d'accord sur les positions qu'elle a prises. Et d'ailleurs, ça prouve que finalement, vous avez vu le résultat. Eh bien, nous entrons en force dans cette Assemblée, nous avons explosé ce plafond de verre et ça présage un bel avenir politique dans les prochaines batailles, les municipales, les cantonales, les régionales. Voilà. Alors, merci monsieur le député d'avoir été avec nous. Vous allez présider la séance tout à l'heure à partir de 15h, ce qui sera un moment historique que vous pourrez vivre en direct sur BFM TV. Et on se retrouve dans quelques minutes avec notamment Annie Genevard qui sera la candidate des Républicains pour présider cette Assemblée. Merci beaucoup Philippe Corbet, merci Amandine Atalaya. On vous retrouvera évidemment cet après-midi pour suivre cette élection du nouveau président de l'Assemblée nationale qui pourrait donc, Anne-Charlène Bézina, bonjour. Vous êtes politologue et constitutionnaliste. C'est l'une des autres surprises qu'on a bien vues avec Amandine et Atalaya, qui avait beaucoup d'inédits dans cet après-midi pour cette première séance de l'Assemblée nationale renouvelée et donc l'élection probable d'une femme à sa tête. En effet, c'est le choix du groupe majoritaire. Donc c'est notamment pour ça qu'elle est la candidate favorite. Et puis c'est inédit parce que c'est vrai que c'est une personne qu'on a découverte relativement tôt dans notre vie politique, puisqu'elle date de 2017 dans sa notoriété, on va dire, en tant que présidente de la commission des lois. Et donc on a affaire ici à une innovation par rapport à ce rôle qui est quand même protocolairement très important. C'est le 4e personnage de l'État en termes d'ordre d'importance. Et puis le président de l'Assemblée, c'est aussi beaucoup de pouvoir de représentation, beaucoup de pouvoir à l'intérieur, à l'extérieur de l'Assemblée, protocolaire mais pas seulement, nomination, etc. Donc ça va être beaucoup de poids. L'idée que ce soit une femme, l'idée que ce soit un groupe qui est minoritaire dans sa majorité, c'est aussi quelque chose de complètement inédit dans notre histoire. Donc cette élection, elle promet d'être passionnante, notamment parce qu'en fait, on a, c'est vrai, des groupes qui devront s'entendre sur beaucoup de choses et ce président de l'Assemblée nationale, plus que n'importe quel autre, aura vraiment un rôle important dans la direction des débats, dans la manière aussi dont le travail au sein de l'Assemblée va être animé, dirigé, puisque le président de l'Assemblée nationale choisit lui aussi les présidents de bureaux, etc. C'est vraiment par lui que beaucoup de choses vont se passer. C'est lui qui distribuera le temps. Donc, et je dis c'est lui, alors que ce sera sûrement elle, mais en effet, ce rôle de président de l'Assemblée nationale aura un impact particulier au vu de la composition de cette Assemblée nationale et finalement de son côté un peu chaudron politique que du coup le rôle de leader aura comme impression quelque chose d'assez particulier par rapport à toute notre histoire. Merci beaucoup. Nous retournerons évidemment dès 14h30 à l'Assemblée nationale pour vivre en direct cette séquence inédite. En l'occurrence, on vous le rappelle, l'élection d'une femme au perchoir, c'est-à-dire à la présidence de l'Assemblée nationale en remplacement de Richard Ferrand. Pendant ce temps-là, Elisabeth Borne poursuit ses tractations pour éviter les blocages en l'absence de majorité absolue à l'Assemblée, justement. Ce matin, elle a reçu le chef du groupe Les Républicains. On lui a redit que nous étions un groupe d'opposition, donc évidemment il n'était pas question de quelque coalition que ce soit, mais qu'on était là pour essayer de trouver des solutions. On va avoir un certain nombre de textes sur lesquels je pense qu'on doit pouvoir travailler ensemble. La question du pouvoir d'achat à l'évidence, je dirais, on est tous préoccupés par la situation de la dégradation du pouvoir d'achat des Français. Donc je crois que c'est le message qu'ont envoyé les Français en élisant cette Assemblée nationale. Ils n'ont pas souhaité donner une majorité absolue au président de la République. Ils ont souhaité le contraindre au dialogue avec les formations représentées à l'Assemblée nationale. C'est aussi donc notre responsabilité d'y répondre. Et au-delà de ces consultations, la Première ministre, qui décidément ne chôme pas cette semaine, elle gère également le dossier Covid face au rebond des cas, 66 000 quotidiennement depuis la semaine dernière en moyenne. Elisabeth Borne qui dirigera une réunion avec les préfets et avec les directeurs des agences régionales de santé. On verra si de nouvelles annonces sont faites à l'issue de ces rencontres. Emmanuel Macron, lui, rentrera en France jeudi soir après le sommet de l'OTAN à Madrid qui débute cet après-midi dans la foulée du G7 en Allemagne. Le président français a pris la parole tout à l'heure en Bavière pour parler de la situation en Ukraine au cœur de ce sommet. La Russie ne peut ni ne doit gagner. Et donc, notre soutien à l'Ukraine et nos sanctions contre la Russie se maintiendront aussi longtemps que nécessaire
et avec l'intensité nécessaire durant les prochaines semaines et les prochains mois. Dominique Marie est avec nous en plateau. Dominique, la Russie ne voit pas les choses de la même manière. Non, effectivement, c'est vrai, la Russie qui estime en fait que cette guerre pourrait au fond s'arrêter immédiatement si les Ukrainiens déposaient les armes. Bon, alors effectivement... C'est pas prêt d'arriver, a priori. Oui, a priori, c'est pas prêt d'arriver, mais en fait, le porte-parole du Kremlin répondait à une question sur les propos qui avaient été tenus par le président Zelensky à l'occasion de ce G7 devant les représentants et les chefs de gouvernement du G7. Le président Zelensky qui demandait à les aider, en tout cas, qui appelait à l'aide pour mettre fin à cette guerre d'ici l'hiver. Donc on voit bien qu'effectivement cette guerre va probablement continuer et qu'à travers les propos du Kremlin, ça veut dire au fond que les négociations servent à rien. D'ailleurs, il n'y a pas de négociation aujourd'hui autour d'un cessez-le-feu. Il y a eu des tentatives avec l'ONU, la Turquie, tout ça est au point mort. Plus personne vraiment ne se reparle. Et puis, au-delà du cynisme, bien sûr, des Russes, avec cette réponse, il y a aussi un propos de circonstance. La réalité, c'est que depuis des semaines maintenant sur le terrain, les Russes marquent des points. Mariupol, le siège de Kiev, tout ça, c'est très loin. Désormais, Severodonetsk est tombé. La ville d'à côté, Lysychansk, va probablement tomber prochainement, puisque les autorités sur place ont appelé la population à partir de cette ville. Et puis, il y a aussi toute cette région de Lugansk, qui est quasiment maintenant totalement occupée par les Russes et aussi les séparatistes pro-russes. Voilà, en fond, ce que disaient les Russes à travers ces propos. Merci beaucoup Dominique, sachant qu'il y a sur le terrain notamment ce bombardement russe qui hier a fait au moins 21 morts dans un centre commercial à Kremenchuk dans le centre de l'Ukraine. Pour l'armée russe, là encore, la réalité est tout autre. Les forces armées russes continuent de frapper des installations militaires sur le territoire ukrainien. Hier, à Kremenchuk, les forces russes ont utilisé des armes aériennes de haute précision pour frapper des hangars contenant des armes et des munitions fournies par les pays européens et par les États-Unis. À la suite de cette frappe, des armes et des munitions rassemblées dans la zone de stockage pour être envoyées aux troupes ukrainiennes dans le Donbass ont été touchées. L'explosion de ces armes et de ces munitions occidentales a provoqué un incendie dans un centre commercial fermé situé à côté de l'usine. Et puis toujours dans l'actualité internationale, l'horreur également au Texas. Un camion transportant des migrants a été découvert avec 46 cadavres dans sa remorque à San Antonio. Les températures étaient très élevées là-bas hier. 3 personnes ont été interpellées. Cette tragédie intervient 5 ans après un drame similaire dans la même ville où 10 clandestins avaient perdu la vie dans une remorque surchauffée. La chronique éco. Votre programme avec Hiscox, l'assureur des TPE et des indépendants. Et comme on vous connaît très bien, on sait que ça va vous plaire. Votre programme avec Floa. Paiement en plusieurs fois, mini-prêt. Floa, simplifiez la banque pour faciliter la vie. Salut Fred. Bonjour. Les fonctionnaires vont donc être augmentés, c'était attendu, réclamé par les syndicats depuis plusieurs années, mais ça y est, le gouvernement a annoncé le dégel du fameux point d'indice de la fonction publique. Oui, 3,5%, alors on attendait 3, finalement c'est 3,5%, c'est un peu plus qu'attendu, bien qu'on verra que les syndicats espérer davantage. Ça interviendra le 1er juillet ou le 1er août pour certains agents, mais de manière rétroactive. Alors, ce point d'indice, on l'a dit, il était gelé depuis 2017. Alors, ça ne veut pas dire que les fonctionnaires n'ont pas eu d'augmentation depuis 2017. Il y a eu des augmentations individuelles, des changements d'échelon, mais ces augmentations étaient globalement faibles, estimées à 1,5% par an. Donc là, si on reste sur ce même type d'augmentation individuelle, plus le dégel du point d'indice, on est à 5% d'augmentation pour la fonction publique au total. C'est pas mal, mais on rappelle que l'inflation en fin d'année, elle devrait être aux alentours de 7%. Alors ce point d'indice, c'est quoi? Comment ça fonctionne? C'est un outil mis en place par l'État pour calculer le montant du salaire brut du fonctionnaire. Là, il va être à 4,85. C'est un peu compliqué. On multiplie par un coefficient et on obtient donc sa rémunération brute. Alors ce point d'indice, c'est le même pour toutes les fonctions publiques. En France, il y en a 3, on le sait. Fonction publique d'État, territoriale et hospitalière. Alors, pour certaines, principalement d'ailleurs dans les collectivités, ce traitement, ce qu'on appelle indiciaire, il est complété par d'autres types de rémunération, des primes principalement, mais ces primes, elles n'entrent pas dans le calcul notamment de la retraite. C'est pour ça que la hausse du point d'indice est bénéficiaire à tout le monde. Et Frédéric, ce point d'indice, il n'avait quasiment pas bougé depuis une décennie. Non, gelé depuis 2017, et puis gelé aussi en 2010. Il a été gelé 2 fois. Entre 2010 et 2022, il n'aura augmenté que 2 fois. Donc là, ça va faire 3 au 1er juillet. Si on prend la décennie précédente, il y a eu 14 augmentations de ce point d'indice. On voit que donc il y avait eu une accélération, puis
quasiment plus rien depuis 12 ans. D'ailleurs, ce point d'indice, eh bien, il était en dessous de l'inflation 2 fois. Il a été seulement 2 fois au-dessus de l'inflation, c'était en 2009 et 2016. Sinon, sur toute la durée de la période, les fonctionnaires ont perdu du pouvoir d'achat. C'est pour ça que d'ailleurs certains syndicats réclament une hausse du point d'indice, mais pas de 3%, mais de 20%. C'est la CFTC qui voulait un rattrapage de toutes ces années perdues. Alors, est-ce que tu peux nous donner des exemples pour qu'on comprenne bien le gain si pour les vous êtes fonctionnaire et que vous nous écoutez, voilà ce que vous allez gagner en plus. Une secrétaire de mairie, par exemple, avec 15 ans d'ancienneté, c'est un peu plus de 57 € net par mois. On va prendre un gardien de la paix, même ancienneté, on est à 68,50 €. Ce sont des données que nous donne le ministère de la fonction publique. Donc, il faudra peut-être compléter. Un infirmier anesthésiste avec 8 ans d'ancienneté, on est à 91 € net par mois. Donc voilà, ce sont des augmentations certaines, mais qui risquent, encore une fois, d'être rognées par l'inflation. Et des augmentations qui vont aussi coûter très cher à l'État. 7,5 milliards d'euros, c'est le calcul fait par le gouvernement. Alors si on fait la facture totale de l'inflation, de tout ce que l'État a mis sur la table pour aider les Français et les entreprises à passer ce moment, on en est à plus de 50 milliards d'euros en 2022. C'est un effort budgétaire très important. Alors là, sur l'évolution du point d'indice, c'est à la fois la fonction publique d'État, mais c'est aussi les collectivités territoriales qui vont devoir mettre la main à la poche. Et ça va être particulièrement dur pour elles, parce qu'elles ne bénéficient pas pour la plupart du bouclier sur l'énergie. Et surtout, elles n'ont pas les mêmes moyens de financement que l'État. Donc voilà, c'est très difficile pour certaines et elles réclament des corrélations de ce point d'indice, c'est-à-dire qu'elles puissent augmenter un peu moins que la fonction publique d'État. Merci. C'était votre programme avec Hiscox, l'assureur des TPE et des indépendants. Et comme on vous connaît très bien, on sait que vous voulez la suite. C'était votre programme avec Floa. Paiement en plusieurs fois, mini-prêt. Floa, simplifiez la banque pour faciliter la vie. Et dans quelques instants, nous reparlons de cette journée importante à l'Assemblée nationale où nous nous rendrons pour retrouver toutes nos équipes mobilisées à l'occasion notamment de l'élection pour la présidence de l'Assemblée nationale qui va revenir, et c'est une première dans l'histoire de France, à une femme, Yael Braun-Pivet, candidate de la majorité. On va suivre tout cela, le vote en direct, bien sûr, sur BFM TV. À tout de suite. 22h, Maxime Switek sur BFM TV. Nouvelle soirée spéciale quasiment entièrement consacrée à l'Ukraine. Image sidérante aujourd'hui. Pour prolonger l'info, décrypter les événements de la journée. Il demande qu'on ferme le ciel pour que ces attaques cessent. Nos reportages. Le gouvernement est prêt à aller jusqu'à l'autonomie de la Corse. C'est un document exceptionnel de nos envoyés spéciaux. Nous n'avons aucune information. Et l'analyse de nos chroniqueurs. Là, on assiste ce soir à la destruction d'une nation. 22h max avec Maxime Switek. Chaque soir, du lundi au jeudi, sur BFM TV. Retrouvez votre programme avec Céleste. La connexion Internet par fibre optique dédiée à votre entreprise. Kia présente un modèle d'inspiration. J'ai eu l'idée de faire des mannequins robots qui permettent à la mode de concevoir, produire et vendre mieux dans toutes les tailles, afin que la mode soit plus inclusive et aussi plus écologique. On est dans la robotique et on s'inspire beaucoup, pour être honnête, de l'automobile. Il y a plein de bonnes pratiques à récupérer. D'abord dans la conception de produits qui seront très vite industrialisés, dans la sécurité, la fiabilité des composants et des assemblages, dans la mesure où on a un robot qui est évolutif. Et puis on a les mêmes enjeux. On a des enjeux de durabilité, d'adaptation du produit parce que les consommateurs vont changer, mais qu'on est sur des produits qu'il va falloir faire évoluer. Donc on s'est inspiré et on continue à s'inspirer de l'automobile. On fait une véritable rupture technologique et c'est ça qui motive tous les jours. Kia vous a présenté un modèle d'inspiration avec Sportage. Kia, movement that inspires. Vous connaissez sans doute Vistaprint pour ses cartes de visite. Mais saviez-vous qu'on imprime aussi ça? Et ça? Et ce menu? Et ça? Oui, bien sûr. On peut même vous aider à créer votre design. Alors, la prochaine fois que le mot imprimé vous vient à l'esprit, n'oubliez pas, avec Vistaprint, les possibilités sont infinies. Tout s'imprime sur vistaprint.fr. Rendez-vous sur BFM Lyon. Info locale, météo, trafic, sport, Olympique Lyonnais. 24h sur 24 et 7 jours sur 7, sur votre télé et votre smartphone. Retrouvez BFM Lyon
canal 30 de la TNT, sur les box et applications gratuites. Info locale, service, proximité. Vous aussi, vous voulez faire comme j'aime, mais avant de commencer, vous voulez savoir combien ça va vous coûter et c'est normal. En fait, ça dépend de votre objectif de perte de poids et de votre morphologie. Je vais vous montrer comment faire un devis, rien de compliqué. Vous allez sur le site commej'aime.fr. Vous faites votre demande de devis en ligne. C'est simple, gratuit et sans engagement. En quelques minutes, vous connaîtrez le prix de votre programme pour perdre vos kilos en trop. Alors maintenant, plus d'excuses. Dès la semaine prochaine, commencez à perdre du poids. Alors rendez-vous sur commej'aime.fr. commej'aime.fr. Ça, c'est ma famille. Depuis quelques mois, ils font des trucs bizarres. Au début, j'y faisais pas trop attention. Mais là, je les reconnais plus. On a tous une bonne raison d'adopter un mode de vie plus sain. À nous d'inventer le logement qui va avec. Cogedim, des biens qui font du bien. C'est une occasion garantie 24 mois. Ah non, elle est bien. Hein. Mais elle est en très bon état. Ce serait possible de me faire un petit accro. Pardon? Un POC, quoi, ou un PET, parce que mes voisins, ils vont penser que c'est une voiture neuve et ça va jaser. Chez Ecar, nos occasions ne ressemblent pas à des occasions. Avec des véhicules révisés et garantis jusqu'à 36 mois, trouvez l'occasion parfaite sur ecar.fr. Canon, ta voiture, elle est neuve. On dirait, hein. Acheter d'occasion sur Aramis Auto, reconditionné par des experts, elle est garantie un an. Ah, tu vois, t'étais à deux doigts de me convaincre, mais le bip, là, c'est insupportable. Certains auront du mal à l'accepter. La voiture idéale est sur Aramis Auto. Trouvez la vôtre sur aramisauto.com. Rendez-vous sur BFM Grand Lille, votre chaîne dédiée aux Hauts-de-France. Info locale, météo, trafic, sport, LOSC. 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Sur votre télé et votre smartphone. Retrouvez BFM Grand Lille, canal 31 de la TNT. Sur les box et applications gratuites. Info locale, service, proximité. Groupama soutient la passion du vélo et vous offre un maillot de l'équipe cycliste Groupama FDJ. Rendez-vous dès maintenant en agence. Groupe Verlaine, c'est l'expert de l'isolation par l'extérieur, un savoir-faire unique qui garantit des économies d'énergie impressionnantes et assure un confort inégalable. Tous ensemble, améliorons le quotidien, réduisons nos factures. Groupe Verlaine, c'est aussi l'expert en photovoltaïque qui nous aidera à réduire encore plus nos factures grâce à l'installation d'une centrale de 3 kg au prix unique de 9 900 €. Inscription sur groupeverlaine.com ou appelez le 36 20 et dites Groupe Verlaine. Chez Poltron & Sofa, la collection Bienvenue vous invite à profiter à fond de chaque journée avec le canapé d'angle Embrezi en cuir avec mouvement relax électrique à 1449 €. Ou laissez-vous surprendre par le canapé d'angle Novellano avec lit coulissant et banquette avec coffre à 1378 €. Chez nous, vous êtes toujours les bienvenus. Alors n'attendez plus. Poltrone Sofa, authentica qualità. Et voilà! C'est la météo avec B&B Hotel. Et ça, le bonheur de Max. Qui sait qu'il sera toujours le bienvenu dans son B&B Hotel favori. La météo avec Bredestein, expert du pneu 4 saisons depuis près de 30 ans. Bonjour à tous. Comme prévu, une belle amélioration concerne cet après-midi la plupart des régions avec de très belles éclaircies, hormis, c'est vrai, dans les régions de l'Est avec cette instabilité présente entre les Alpes et la Côte d'Azur. De bonnes averses orageuses qui concernent le département du Var, les Alpes de Haute-Provence. Soyez prudents, ces orages peuvent apporter de fortes pluies en peu de temps. Un ciel également assez nuageux entre Lyon, Dijon et en direction de Strasbourg. Mais sinon, partout ailleurs, le soleil s'impose. À noter le vent autour de la Méditerranée, Mistral et Tramontane. Les températures remontent par rapport à hier. C'est pas de refus.
couvre-feu, jusqu'à 26 degrés dans la capitale, 25 à Strasbourg, 26 à Bordeaux, à Toulouse et jusqu'à 32 à Montpellier. Demain, nouvelle perturbation, pas très active dans un premier temps, avec un ciel assez chargé dans l'ouest, quelques pluies, le ciel encore assez nuageux également entre le nord des Alpes et l'Alsace. Dans l'après-midi, la perturbation va glisser, mais elle sera très peu active. À noter quand même que les averses devraient se renforcer sur les côtes nord de la Bretagne dans l'après-midi, avec localement donc des averses orageuses. Ailleurs, vous le voyez, du soleil. Les températures en matinée, les voici, de 9 degrés à Rouen à 22 pour Nice, 15 pour Paris, 15 également à Strasbourg. Dans l'après-midi, des températures un peu fraîches dans l'ouest, 21 pour Nantes, 17 pour Brest, mais encore 26 à Paris, jusqu'à 32 pour Marseille. Et donc jeudi, la perturbation devrait se renforcer, traverser le pays d'ouest en est, avant une amélioration pour vendredi et le week-end qui s'annonce estival. C'était la météo avec B&B Hôtel. Et ça, la bonne humeur de Max, pour qui il fera toujours beau chez B&B Hôtel. C'était la météo avec Vredestein, expert du pneu 4 saisons depuis près de 30 ans. 14h30, bienvenue sur BFM TV. Si vous nous rejoignez à la une femme au perchoir, sauf surprise, c'est donc Yaël Braun-Pivet, candidate de la majorité qui devrait être élue présidente de l'Assemblée nationale dans les toutes prochaines heures. On vous fait vivre cette première en direct sur BFM TV avec nos équipes sur place ainsi que nos nombreux invités politiques. Pendant ce temps-là, les représentants des groupes de l'opposition rencontrent à leur tour et tour à tour Elisabeth Borne, la première ministre qui poursuit ses consultations dans l'objectif de présenter son nouveau gouvernement d'action au président en fin de semaine. La tâche n'est pas aisée. Damien Abad ne connaît absolument pas la plaignante, dixit son avocat ce matin sur BFM TV. Une plainte pour tentative de viol a été déposée hier contre le ministre des Solidarités. Il compte lui aussi déposer plainte pour dénonciation calomnieuse. La question de son maintien dans l'équipe Borne se pose de nouveau. Et puis cette déclaration, la Russie ne peut ni ne doit gagner. Les sanctions seront maintenues aussi longtemps que nécessaire. Réponse d'Emmanuel Macron en clôture du sommet du G7 à l'offensive russe en Ukraine, Moscou ayant jugé un peu plus tôt que ces assauts cesseraient lorsque Kiev capitulerait. Une première séance inédite à l'Assemblée nationale. Nous vous faisons vivre en direct cet après-midi sur BFM TV l'élection du président du Palais Bourbon. Et le perchoir devrait revenir à une femme, à Yaël Braun-Pivet, candidate de la majorité. Une première. Pour vous faire vivre cela, vous le voyez, toutes nos équipes sont déployées sur le terrain. Amandine Atalaya et Philippe Corbet dans la salle des Pas Perdus. Léopold Audebert dans la salle des 4 colonnes. Et nous retrouverons également Marie Gentric dans les jardins de l'Assemblée nationale. Quant à Angie Loata, il est lui place du Palais Bourbon. Amandine, Philippe, je le disais tout à l'heure, ouverture sans précédent de cette 16e législature et à plus d'un titre. Oui, sans précédent, inédit. Et on peut le dire, Amandine, ça va être une séance historique à laquelle on va assister, que vous allez pouvoir suivre sur BFM TV dans les prochaines minutes, parce que nous vivons un moment politique historique depuis le début de la Ve République en 1958. Exactement, Philippe, parce que Emmanuel Macron n'a pas obtenu de majorité absolue, mais seulement une majorité relative. Et donc, même l'élection de la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, donc possiblement, va prendre plus de temps que ce que l'on avait vu auparavant. Il y aura certainement plusieurs tours, ce qui pourra nous mener jusqu'en fin de journée. Et puis, ça va commencer aussi avec le discours du nouveau doyen de l'Assemblée nationale, que l'on a eu il y a quelques minutes ici en direct avec nous, qui a 79 ans et surtout qui vient du Rassemblement national. Et ça aussi, c'est tout un symbole pour Marine Le Pen qui a réussi à avoir un groupe de 89 députés, ce qui était inespéré. Donc voilà, on va avoir une succession de choses et de moments que l'on n'avait jusque-là jamais vus. On en parlait avec José González, il y a quelques minutes. Militant très ancien du Front National des années 70, puis du Rassemblement National, un fidèle de Jean-Marie Le Pen qui a épousé la cause de Marine Le Pen. Il nous a dit d'ailleurs qu'il soutenait les efforts, selon lui, de Marine Le Pen pour édulcorer la ligne du parti, ce qui a abouti, c'est ce qu'il nous disait, à ce succès, cette victoire pour ce parti d'amener 89 députés. Et ce symbole, aujourd'hui, il va présider cette séance. Et il tourne derrière nous depuis à peu près 5 minutes, parce qu'on voit bien qu'il ne sait pas exactement comment ça marche. Et donc, il va voir tous les gens en poste de l'Assemblée, les huissiers, pour leur demander des conseils, ce qui est bien normal. Oui, on vient de voir ça il y a quelques minutes. C'était étonnant, les huissiers qui expliquaient comment ça se passait. Mais nous, pour nous expliquer ce qui va se passer et ce qu'on va pouvoir voir dans les prochaines minutes sur BFM TV, Thomas Soulier, qui est pas très loin de nous, de l'autre côté de la salle des Pas Perdus ici. Thomas, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on va voir en direct dans les prochaines minutes sur BFM TV? Alors ça va démarrer à 15h ici, salle des Pas Perdus à l'Assemblée, avec l'arrivée au milieu de la garde républicaine du doyen de l'Assemblée, vous en parlez à l'instant, mais aussi des 6 députés les plus jeunes élus.
Ils sont 3 NUPES, 2 RN et 1 macroniste. Ils vont tous traverser cette salle donc et arriver, vous le voyez là, dans l'hémicycle de l'Assemblée, où ce sera un hémicycle, il faut le dire, un petit peu particulier, non pas regroupé par force politique, mais par ordre alphabétique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notamment, Danielle Obono, l'insoumise, sera assise aux côtés du RN Julien Audoul. Il va y avoir des scènes un petit peu cocasses comme ça durant ces quelques heures de vote. Et puis, regardez, on va passer, il y a beaucoup de monde, faut le dire. C'est la foule des grands jours ici à l'Assemblée pour ce premier jour, pour cette rentrée évidemment parlementaire. On va essayer de faire un petit chemin entre tout le monde. Vous voyez, on va arriver ici, salle des 4 colonnes. C'est là où il y a tous les journalistes, tous les élus également. Et vous le voyez, beaucoup de caméras présentes pour cette rentrée. Où ici, on attend notamment l'arrivée des députés NUPES, notamment. Et puis, c'est tous ces députés vont passer toute l'après-midi, voire une bonne partie de la soirée, à voter pour le nouveau chef, le nouveau patron de l'Assemblée ici. Ce sera donc une femme, Yael Braun-Pivet, car le nouveau président sera donc une présidente, une première sous la Ve République. Et faute de majorité absolue pour la Macronie, il faudra 2 ou 3 votes pour enfin élire Yael Braun-Pivet. Un symbole qui représente beaucoup de choses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que durant 5 ans, la Macronie va devoir passer par beaucoup de votes afin de faire passer ou des élections de personnes ou alors des textes. Thomas Soulier, ici à l'Assemblée nationale, pas loin de l'hémicycle. Et alors que derrière nous, Amandine, nous avons vu la garde républicaine s'installer, puisque tout à l'heure, à 15h exactement, ou plutôt juste avant 15h, le président José González remontera ici la garde républicaine pour rejoindre l'hémicycle. Avant de retrouver Annie Genevard, députée des Républicains, et Sébastien Chenu, député Rassemblement National, qui vont représenter leurs groupes respectifs pour l'élection de la présidence, on retrouve un instant Léopold Lodberg qui se trouve dans la salle à côté, la salle des 4 colonnes. Léopold. Absolument. Et magie du direct, regardez, Thomas Soulier est juste à côté de moi. Vous l'avez vu à l'instant. Il est ici parce qu'on est évidemment mobilisé ici dans l'Assemblée. Après vous avoir montré la salle des pas perdus, on est ici dans la salle des 4 colonnes. Pourquoi 4 colonnes? Regardez sur ces images de Philippine David, parce qu'il y a 4 colonnes ici dans cette salle consacrée notamment aux échanges entre la presse et les députés. Et vous le voyez là-bas, ça ne manque pas aujourd'hui évidemment. C'est la rentrée finalement en quelque sorte de l'Assemblée nationale avec cette foule, cette meute de journalistes. Vous voyez ici sur ces images de Philippine David, il y a Jean-Philippe Tanguy, juste ici, du Rassemblement national, qui a été élu député. Et alors c'est pas aujourd'hui, ça sera pour une autre journée, mais qui lui se présente pour être président de la commission du Parlement au niveau des finances. Ça sera donc à suivre plus tard, mais aujourd'hui vraiment cette élection on va dire avec tous ces députés qui vont être présents, du président de l'Assemblée nationale. Est-ce que pour la première fois, ce sera une femme qui va le présider? Ça sera évidemment aussi un des enjeux d'aujourd'hui avec, vous le voyez encore une fois, Louis Boyard, cette fois-ci qui arrive, député de la NUP, avec finalement toutes ces questions de journalistes. Les députés sont aussi, on va dire, impatients que les journalistes aujourd'hui. Plus que quelques minutes maintenant avant de rentrer dans l'hémicycle pour assister aux échanges et aux votes. Merci beaucoup Léopold Lodberg. On revient donc ici dans la salle. On verra bientôt arriver José González, le doyen, qui va faire un discours. Et nous sommes avec Madame Genevard. Bonjour Madame Genevard. Bonjour. Parti Les Républicains, députée du Doubs. Voilà, exactement. Comment est-ce que ça va se passer ici à l'Assemblée nationale, dans la mesure où on voit qu'il y aura de très nombreux groupes, certainement une dizaine, qu'Emmanuel Macron n'a plus la majorité absolue. Vous serez dans quelle attitude, vous, les Républicains, vis-à-vis du président? Alors, déjà, nous allons procéder aujourd'hui à l'élection du président de l'Assemblée nationale. C'est la première étape, donc nous allons nous concentrer sur celle-là. Les Français ont envoyé un message très clair. Ils n'ont pas donné la majorité absolue au gouvernement et à Emmanuel Macron. Et donc, l'enjeu, c'est d'être à l'image de ce pluralisme souhaité par les Français. Et il y a un sens à ce que un député d'opposition présente sa candidature. Je suis vice-présidente sortante. Je crois avoir une certaine expérience en la matière. Je crois avoir fait la démonstration tout au long du quinquennat de la législature d'une présidence respectueuse et des groupes
et des députés attentifs à ce que s'exprime le débat démocratique. Donc c'est le sens de ma candidature. J'ajoute que par tempérament, je suis quelqu'un qui suis attentif précisément au respect de l'institution et qui suis extrêmement désireuse de la servir. Ça veut dire aussi qu'aujourd'hui, vers 17h15, quand on aura le résultat du premier tour, on pourra aussi compter quels sont les députés qui auront voté pour Yaël Braun-Pivet, la candidate de la majorité, et les députés qui auront voté pour vous ou pour M. Chenu. C'est-à-dire que ça permettra d'avoir un premier décompte du rapport de force au sein de l'Assemblée. Alors, je crois qu'il y a un certain nombre de candidats qui se présentent et selon toute probabilité, les membres de leur groupe vont voter pour eux. Donc, on prendra acte des forces en présence. D'accord. Vous n'ignorez pas que c'est une élection à 3 tours et qu'il y a majorité absolue, majorité relative. Donc nous verrons bien les forces en présence. Mais au-delà du simple calcul numérique, c'est une démarche qui signifie un certain nombre de choses. Et notamment d'être à l'image de ce pluralisme voulu par les Français qui n'ont pas voulu donner tous les pouvoirs à la majorité. Ouais. C'est ça l'enseignement principal qui légitime en quelque sorte la démarche, ma démarche singulièrement et celle des autres groupes d'opposition. Donc Annie Genevard qui va être candidate des Républicains pour la présidence de l'Assemblée nationale dans quelques minutes. Merci d'avoir été avec nous. Vous allez rejoindre l'hémicycle. Oui. Et on va retrouver dans un instant Sébastien Chenu qui lui va représenter le Rassemblement national dans ce vote pour la présidence. Mais on va faire un petit détour par l'extérieur, par les jardins du Palais Bourbon avec Marie-Jeanne Tric, puisque les députés de la NUPES ont prévu d'arriver ensemble, en masse, pour marquer symboliquement leur arrivée à l'Assemblée nationale. Oui, exactement. Les députés, les 131 députés de la NUPES, la nouvelle Union populaire écologique et sociale, devraient arriver d'ici à les 5-10 minutes maintenant. Vous pouvez voir les journalistes qui sont de plus en plus nombreux derrière moi parce qu'on attend leur arrivée, une arrivée donc très attendue déjà parce que la NUPES, c'est inédit, c'est une coalition de gauche, c'est un intergroupe. On se rappelle lorsqu'ils sont arrivés à l'Assemblée nationale la semaine dernière, c'était très visuel, certains dansaient, beaucoup faisaient des selfies. Donc une arrivée très attendue et puis très attendue aussi parce qu'il y a quand même un certain suspense. On sait qui la majorité présidentielle va proposer au poste de présidente de l'Assemblée nationale. On sait également qui les Républicains vont présenter, qui le Rassemblement national va présenter. Mais pour la NUPES, on ne sait pas qui est le candidat. On sait simplement que c'est un candidat commun, mais la NUPES a souhaité garder le suspense. Et donc le nom de ce candidat sera annoncé d'ici quelques minutes maintenant, lorsque les députés vont faire leur arrivée ici dans le jardin des 4 colonnes. Marie-Jeanne Tric, donc, qui se trouve dans les jardins du Palais Bourbon, à quelques mètres d'ici. Nous sommes dans la salle des pas perdus. Après Annie Genevard, qui va être la candidate des Républicains pour la présidence de l'Assemblée, c'est Sébastien Chenu, député du Nord, qui est avec nous. Vous êtes le premier groupe d'opposition, le groupe Rassemblement national, puisque la NUPES est divisée en 4 groupes. Quel est l'enjeu de cet après-midi dans cette élection du président ou de la présidente de l'Assemblée ? Bon, l'enjeu, il est institutionnel. On va décider de qui préside les travaux parlementaires pour les années à venir. Mais je crois que l'enjeu, c'est aussi un enjeu d'image de cette institution. Pouvoir démontrer que cette institution, dans la diversité qu'ont souhaité les Français, eh bien, elle peut tourner, elle peut fonctionner. Et je crois que, justement, l'image des députés qui vont se présenter évidemment à la présidence, mais la façon dont ils vont concourir aujourd'hui et demain sur les différentes fonctions, ce sera un peu le peuvent donner les années à venir et de la façon dont cette maison peut fonctionner. Quel regard vous portez sur Madame Braun-Pivet, qui est à l'Assemblée nationale depuis 2017, ancienne présidente de la Commission des Finances, des lois, beaucoup disent qu'elle a l'air du consensus. Vous l'avez noté aussi ? Oui, alors moi j'ai toujours pour habitude de dire que les compteurs sont remis à zéro. Donc on ne va pas allumer de polémiques inutiles sur les combats passés et les combats d'hémicycle qu'on a pu avoir. Moi j'ai eu des combats avec Yaël Braun-Pivet. Je crois que, bon, elle est la candidate de la majorité, je crois que c'est une femme d'expérience. Elle cherche à préserver l'institution des polémiques et en cela c'est une candidate tout à fait respectable. Je vais me présenter contre elle, mais surtout je vais me présenter au nom de mon groupe. Mais je suis persuadé que si elle était élue demain, elle s'attacherait à respecter les oppositions, en particulier le premier groupe d'opposition qui représente le groupe Rassemblement national des millions d'électeurs. Alors, les téléspectateurs de BFM TV voient derrière nous la garde républicaine qui s'est mise en place ici dans la salle des pairs perdus. Dans quelques minutes, vous pourrez le vivre en direct, on va voir le président de séance remonter cette garde républicaine pour se rendre vers l'hémicycle. Le président de séance, puisque c'est la première séance, est le doyen d'âge et c'est un député Rassemblement national, José González, il était avec nous tout à l'heure en direct. Vieux militant, militant ancien, historique, depuis les années 70, auprès de Jean-Marie Le Pen. Qu'est-ce que ça dit du Rassemblement national, de la stratégie mise en place par Marine Le Pen, de voir aujourd'hui, alors c'est un peu hasard du fait de son âge, mais néanmoins,
symboliquement présider une séance à l'Assemblée nationale. Oui, c'est vrai que ça nous fait plaisir. José González est un militant ancien de la première heure. C'est un pied noir, c'est un homme du Sud. C'est quelqu'un qui est attaché à son territoire. C'est aussi une façon de passer le relais avec la jeune garde que nous faisons arriver dans cet hémicycle. Nous avons des députés qui ont 23, 24, 25 ans. Et donc, par conséquent, nous sommes un peu des deux côtés de la chaîne. Les plus anciens et les plus jeunes seront des élus du Rassemblement national. C'est une façon de montrer que nous sommes capables, au-delà même d'ailleurs des professions qui sont très diverses dans notre groupe, de parler à toute la société, évidemment. Justement, vous êtes un groupe très varié avec beaucoup de nouveaux députés. Est-ce qu'il est vrai qu'il y aura une sorte d'organisation où un tiers du groupe Rassemblement national sera réellement mis en avant parce que vous connaissez les médias, le fonctionnement de l'Assemblée nationale, et puis que les autres prendront leur temps et seront beaucoup plus en retrait? Ça va être un groupe à plusieurs vitesses? Non, il n'y a pas de sous-députés chez nous. Moi, c'est ce que j'ai dit lors de notre première réunion. Tous les députés se valent. Il y a des députés qui débutent, qui ont moins d'expérience. Il y a des députés plus expérimentés. Charge aux plus expérimentés d'épauler les moins expérimentés, mais un député égale un député. On a des jeunes gens qui arrivent de la société dite civile, c'est-à-dire qui ont quitté leur métier, qui étaient agents d'entretien, chauffeurs-livreurs, policiers, encore il y a une semaine, qui deviennent parlementaires. Eh ben, s'ils ont besoin d'un coup de main, on sera là pour ça. Ce sont des députés à part entière. Ils parleront au nom des Français. Vous voyez à l'antenne de BFM TV les députés insoumis qui sont en train d'arriver, s'approcher de l'Assemblée nationale, s'approcher de l'hémicycle plutôt, puisqu'ils se trouvent à l'extérieur, et ils vont s'approcher de cette Assemblée pour cette première séance. Un dernier mot, Sébastien Chenu. L'un des autres enjeux importants de la semaine, c'est l'élection du président de la Commission des Finances. Éric Coquerel va être le candidat de la NUPES. Il y a eu une bagarre avec les socialistes, ça sera lui. Vous serez représenté par Monsieur Tanguy, qui a joué que les spectateurs ne le connaissent pas beaucoup pour l'instant, mais qui a joué un rôle central dans la campagne de Marine Le Pen. Vous pouvez l'emporter? Vous pensez que vous pouvez l'emporter, cette élection à la présidence de la Commission des Finances? Oui, à partir du moment où la majorité a pour tradition de ne pas voter, de laisser cette Commission des Finances à un membre se revendiquant de l'opposition, nous pouvons l'emporter, puisque, j'allais dire, ce sont les députés des autres groupes, LR en particulier, qui ont entre leurs mains le sort de cette présidence. S'ils préfèrent un député d'extrême gauche, LFI, ça va vite se voir. S'ils ont envie d'un homme solide, expérimenté, Jean-Philippe Tanguy est un garçon travailleur, expérimenté, qui connaît bien ses dossiers des finances, eh bien, Jean-Philippe Tanguy sera un président qui respectera l'institution. Merci, Monsieur Chenu, d'avoir été avec nous. Merci. On retrouve Angie Louata qui se trouve à l'extérieur de l'Assemblée avec les députés insoumis qui sont en train d'arriver ici. Oui, effectivement, on est rue de l'Université. Alors, il y a pas mal de députés de la France Insoumise, mais de la NUPES plus généralement, notamment des écologistes, qui sont là depuis un bon moment autour de l'Assemblée nationale, parce qu'il y avait plusieurs petits mouvements sur la place Édouard Herriot, juste à côté de l'Assemblée nationale. On a vu notamment des militants écologistes qui étaient là pour interpeller les députés de la NUPES. Globalement, on voit sur l'image de Maxime Devaux, Adrien Quatennens au milieu. Il y a également Aymeric Caron sur le côté, l'ancien journaliste désormais élu député ici à l'Assemblée nationale qui vit sa première rentrée parlementaire. On voit Sandra Rigol également sur l'image tout au fond. Ils sont venus à la rencontre de ces militants écologistes sur la place Édouard Herriot à côté, également à la rencontre de manifestants du service public des médias, vous savez, qui sont en grève aujourd'hui, nos confrères de France Télévisions, de Radio France Internationale également, qui se trouvaient sur la place Édouard Herriot. Tous ces députés, Mathilde Panot notamment, qui sont allés les voir et qui désormais, comme le disait Marie Gentric tout à l'heure, ont prévu d'arriver en masse à l'intérieur de l'Assemblée nationale pour marquer le coup. Angie Louata qui se trouve donc à l'extérieur de l'Assemblée nationale. Tout va donc se jouer dans les prochaines minutes. Derrière nous, ici, dans la salle des pas perdus, eh bien, la garde républicaine est en place. Le silence, ou plutôt on entend moins de bruit, moins de conversation qu'il y a quelques minutes. Un brouhaha plus diffus, puisque effectivement, le président de séance, président José González, député des Bouches-du-Rhône, Rassemblement national, va arriver ici. Marine Le Pen est déjà arrivée dans les murs. Marine Le Pen, qui aujourd'hui, symboliquement, avec l'entrée des 89 députés pour cette première séance, marque là la fin d'une année électorale où elle aurait été contestée. On se souvient de l'offensive d'Éric Zemmour à l'automne. Elle aurait été en difficulté à certains moments dans les sondages. Et pourtant, elle arrive aujourd'hui, après être arrivée au second tour de la présidentielle, avec 13 millions de voix au second tour. Elle arrive aujourd'hui là où son père n'a jamais été. C'est-à-dire que son père avait réussi à constituer un groupe en 1986, mais seulement grâce à la proportionnelle. Aujourd'hui, malgré un scrutin défavorable au Rassemblement national, elle va être là avec 88 autres députés Rassemblement national. C'est un jour important pour Marine Le Pen, symbolique
d'une certaine réussite de sa stratégie. Oui, et d'une volonté aussi d'institutionnaliser via les images, via les symboles, comme ceux que l'on va voir aujourd'hui avec le discours du doyen Rassemblement national de l'Assemblée nationale, façon d'envoyer aux Français un message, certainement pour Marine Le Pen, disant qu'elle peut être un parti de gouvernement. Donc en fait, c'est vraiment pour elle la dernière étape de cette longue stratégie de normalisation où elle aura été contestée, y compris pendant l'élection présidentielle. Elle aura tenu bon envers et contre tout sur cette stratégie. Et donc Marine Le Pen a décidé qu'elle voulait être la présidente de ce groupe Rassemblement national pour avoir du temps de parole, de la visibilité, des occasions d'interpeller le gouvernement. Là où par contraste, vous n'avez pas vu Jean-Luc Mélenchon à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Et pour une bonne raison, c'est qu'il a décidé de ne pas se représenter dans les Bouches-du-Rhône et que lui a choisi, de façon peut-être un peu étonnante d'ailleurs, de couper, de tourner une page, celle de l'Assemblée nationale. Et donc Marine Le Pen compte d'autant plus aujourd'hui devenir la figure de l'opposition à Emmanuel Macron, mais elle a changé d'attitude. C'est-à-dire qu'on la voit aujourd'hui dire qu'elle sera dans alors si ce n'est le compromis, mais une forme d'opposition constructive, là où la raison d'être des Insoumis est une opposition pure et dure à Emmanuel Macron. Oui, et d'ailleurs c'est symbolique, pas anecdotique, mais symbolique. Lors de la première réunion des députés nouvellement élus, moins de 24 heures après leur élection, Marine Le Pen a demandé aux nouveaux députés, et beaucoup d'entre eux n'ont jamais eu de mandat, de députés Rassemblement national, n'avaient aucun mandat, même local. Elle leur a demandé de respecter des règles, d'aller au-delà des règles de l'Assemblée nationale et de porter par exemple systématiquement une cravate à l'Assemblée nationale, dans l'hémicycle, aux alentours, ici, puisque nous sommes à quelques mètres de l'hémicycle, aux femmes de porter des tenues décentes. Et c'est un moment important, et c'est une manière pour elle de marquer sa différence, par exemple, avec les députés insoumis. Et d'ailleurs, Marie-Jeanne Tric, vous êtes avec les députés de la NUPES, notamment les députés insoumis, en train d'arriver ici, près de l'hémicycle. Oui, exactement. On peut voir les députés de la NUPES qui sont dans le jardin juste à côté de la salle des 4 colonnes. Alors, vous pouvez apercevoir Daniel Obono, député insoumis, Mathilde Panot, qui est la présidente du groupe insoumis à l'Assemblée nationale, Julien Bayou, qui représente les écologistes à l'Assemblée nationale, Olivier Faure également. Ils s'apprêtent à dire quelques mots pour présenter leurs candidats. On les écoute. Alors, je vous présenter. Ouais, il faut qu'on n'aura pas le temps de la faire. Ouais, je pense qu'il faut vraiment qu'on y aille là. Oui, Fatia Kello Awashi, qui sera la candidate commune au perchoir pour la NUPES. Voilà, et nous sommes très fiers qu'elle soit. Et puis Éric Coquerel, qui sera notre candidat commun à la commission, à la présidence de la commission des finances. Et maintenant, excusez-nous, mais on doit y aller parce qu'on a une première opposition à incarner dans le pays. Marie-Jeanne Tric, donc à quelques mètres d'ici, près de l'hémicycle, avec les députés de la NUPES. Vous entendez derrière moi une sonnerie. C'est la sonnerie qui marque, Amandine, le fait que la séance va commencer dans quelques minutes. Et d'ailleurs, on vient de nous demander de baisser un petit peu nos lumières, puisque dans quelques minutes, le président de séance va passer ici juste derrière nous pour entrer dans l'hémicycle, et nous allons devoir couper un peu nos lumières. Première séance importante. En fait, on parle depuis 15 jours d'une situation politique inédite depuis le début de la Ve République. On va en voir les conséquences aujourd'hui, puisque la candidate désignée par la majorité pour la présidence ne sera pas élue au premier tour, parce que le pouvoir en place n'a pas la majorité absolue à l'Assemblée nationale. On va s'en rendre compte concrètement, physiquement aujourd'hui. Exactement, parce que ça aurait pu se passer avec un seul tour, et ça ne sera pas le cas. Il y aura un second tour, voire un troisième tour en début de soirée, avant de pouvoir entendre Madame Yaël Braun-Pivet si elle l'emporte tout à l'heure. Et c'est bien le symbole de tout ce qu'Emmanuel Macron apprend à voir, à connaître, à faire désormais, là où il avait pu avoir des députés qui étaient qualifiés de godillots la dernière fois, c'est-à-dire qui votaient un peu comme un seul homme, à la différence du quinquennat de François Hollande où on avait vu beaucoup de frondeurs. Et bien cette fois, y compris, alors la majorité autour du président est divisée, enfin divisée ce n'est pas le bon mot, mais en tout cas est contrastée, puisqu'il va devoir composer avec ses propres alliés, Emmanuel Macron, le MoDem de François Bayrou et Horizon d'Édouard Philippe, qui sont des alliés exigeants, qui auront certaines revendications. Je vous interromps parce que les députés de la NUPES sont en train de prendre une photo ensemble sur les marches du Palais Bourbon, où vous êtes, Marie-Jeanne Tric, en direct.
Oui, exactement. Ils sont en train de prendre une photo. C'est un peu la cohue parce qu'il y a beaucoup de députés NUPES et puis il y a aussi beaucoup de journalistes. Donc là, ce sont tous les députés NUPES qui sont ensemble. Autant on avait pu voir une photo de la France insoumise la semaine dernière. C'était dans la cour d'honneur du Palais Bourbon. Autant là, ils sont tous présents. Donc on a autant des écologistes, Julien Bayou dont je parlais tout à l'heure. On a Boris Vallaud du Parti Socialiste comme Olivier Faure. On a les Insoumis. On reconnaît de nombreux visages. Clémentine Autain qui est juste à côté de Mathilde Panot. Et puis on a également des élus communistes. Donc voilà, c'est un petit peu la cohue, mais en tout cas on sent qu'il y a beaucoup de bonne humeur. Voilà, vous pouvez voir les élus qui font le signe de la NUPES, le signe de la victoire. C'est ce qui est devenu leur logo pendant toutes ces élections législatives. Okay. Marie Gentric, à quelques mètres de nous. On retrouve aussi Thomas Soulier, vous n'êtes pas loin de nous puisque vous êtes près de la garde républicaine qui est en place et qui attend dans les prochaines minutes le président de séance. D'ailleurs, on va le dire, on va devoir couper les lumières et on va devoir se taire puisque le protocole veut que tout le monde se taise lorsque le président de séance arrive vers l'hémicycle. Alors, il faut se taire, il faut couper les lumières, mais il faut aussi ne pas être dos aux doyens. Donc aujourd'hui, des 6 députés, les plus jeunes, donc, qui vont traverser cette salle des pas perdus, direction l'hémicycle pour une longue après-midi, voire peut-être un petit bout de soirée, afin d'élire la présidente de l'Assemblée, car ce sera une femme, évidemment, Yael Braun-Pivet, la première femme présidente de l'Assemblée sous la 5e République. Alors pourquoi ce rituel? C'est un vrai rituel de la 5e République. Le doyen, les 6 plus jeunes, cette fois-ci, il y a beaucoup de symboles dans ces personnes-là. Évidemment, c'est un hasard, vous le rappeliez juste avant, mais il y a quand même un doyen RN, 3 plus jeunes sont des NUPES, 2 RN et seulement un seul macroniste. Donc vous le voyez, ces 7 hommes-là, ces 7 personnes-là sont déjà symboliques du renouveau qu'a eu l'Assemblée, voire une forme peut-être de dégagisme. Alors je disais pourquoi tout l'après-midi, parce que vous le disiez juste avant, Philippe, Amandine, il n'y a pas de majorité absolue pour la majorité qui était sous la dernière quinquennat, donc celle d'Emmanuel Macron. Il y avait environ 350 députés, il y avait une large majorité pour faire voter les textes et donc pour élire aussi les personnages clés de l'Assemblée. Et ainsi, en raison de cette majorité relative, il faudra peut-être 2, voire 3 votes pour enfin élire Yael Braun-Pivet. Donc, résultat, on va dire, allez, en début de soirée, nous verrons cela. Thomas Soulier, on a aussi Léopold Haudebert qui est avec nous depuis la salle des 4 colonnes de l'autre côté ici du mur, près de l'hémicycle. Vous êtes avec le député du Nord et coordinateur de la France Insoumise, Adrien Quatennens. Absolument. Bonjour Monsieur Quatennens. Bonjour. C'est une rentrée en masse aujourd'hui pour vous. Ah bah ça change tout. C'est-à-dire que la force que nous avons construite pendant cette élection législative, la nouvelle Union populaire écologique et sociale, entre à l'Assemblée comme première force d'opposition. Et donc on a créé les conditions ces derniers jours de ce travail commun qui est engagé. Et on est très fiers par exemple de présenter des candidatures communes à tous les postes. Et notamment Fatia qui est la candidate au perchoir pour la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Alors comment est-ce que vous vous sentez à quelques minutes maintenant de ce vote? Écoutez, très bien, très fière. Je représente la NUPES et je représente aussi beaucoup la Seine-Saint-Denis puisque je suis élue de Seine-Saint-Denis. Donc vraiment, je crois qu'il y a un symbole fort et j'espère l'honorer. Bon, et comment ça va se passer là concrètement? Vous allez donc voter. Vous allez alors siéger, c'est un peu différent aujourd'hui, non pas par groupe mais par ordre alphabétique. C'est un peu différent. Par ordre alphabétique, le temps que la répartition des différents postes de l'Assemblée soit réglée. Puis après, on va très vite se retrouver ensemble dans l'hémicycle pour cette mandature. Comment on qualifie cette ère qui s'ouvre, Monsieur Quatennens? C'est une ère de compromis, c'est un bazar organisé, c'est une ère de voix différentes qui vont prendre la parole? Incontestablement, ce qu'il y a de sûr, c'est que le quinquennat précédent, qui était celui de la toute-puissance d'un exécutif qui reposait sur un Parlement chambre d'enregistrement, est terminé. Et nous, on juge, comme d'ailleurs je l'ai vu, une majorité de Français, que c'est très positif parce que ça participe de la reparlementarisation de notre vie politique et démocratique. Et nous, en tout cas, on est prêts à ça, élus avec un programme partagé de gouvernement de la nouvelle Union populaire. Et on va rester groupés et travailler ensemble. D'ailleurs, on va déposer un certain nombre de lois très rapidement pour donner à voir ce travail commun et d'abord avec une priorité, celle de répondre à l'urgence sociale. Et on sera au rendez-vous pour ça. Merci. La grande favorite, qu'est-ce qu'il faut qu'elle ne soit pas prise de ce Voilà Philippe donc pour ces réactions d'Adrien Quatennens qui donc file là tout de suite en séance puisque vous l'avez dit la sonnerie maintenant a eu lieu et ici tous ces députés sont passés à l'instant derrière Adrien Quatennens, la suite donc dans quelques minutes maintenant.
Et donc vous avez entendu en direct ces dernières minutes sur BFM TV les candidats de la NUPES, du RN et des Républicains pour la présidence de l'Assemblée nationale. La favorite, c'est néanmoins Yael Braun-Pivet, qui est la candidate de la coalition macroniste. On va aussi noter aujourd'hui, Amandine, des absents, notamment 2 absents importants dans cette nouvelle Assemblée. Oui, l'ancien président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, qui a été battu aux élections législatives, très proche d'Emmanuel Macron, et Christophe Castaner, qui était le président du groupe de La République En Marche et qui étaient 2 personnes qui avaient fait la campagne de 2017 aux côtés d'Emmanuel Macron, qui lui donnait beaucoup de conseils, qui étaient parmi les plus politiques autour de lui. Et on sait que le président ne supporte pas d'avoir autour de lui beaucoup de personnalités politiques. Donc ils étaient essentiels cela parce qu'Emmanuel Macron aime bien être entouré de techno aussi, comme on entend très souvent, et ils vont lui manquer parce que c'était non seulement des symboles, la perte de ces 2 hommes pour le président, mais c'était aussi beaucoup de conseils qui disparaissent en même temps pour Emmanuel Macron. Alors je regarde l'horloge qui se trouve ici dans la salle des pas perdus, il est indiqué 14h58. On peut préciser que nous avons perdu la lumière parce qu'on nous a demandé expressément de l'éteindre parce que le président va bientôt arriver. Et d'ailleurs, il me semble, puisque c'est ce que rappelait Thomas Soulier tout à l'heure, que le protocole veut que nous tournions vers le président de séance lorsqu'il va arriver ici. En fait, tout simplement, l'hôtel de l'l'hôtel de la présidence de l'Assemblée est connecté par un couloir ici, par un salon. Donc il va arriver par ce... Voilà, et regardez la garde républicaine derrière nous, qui est en train... On entend... Voilà. Le président de séance va entrer, José González, député Rassemblement National, qui va présider cette séance. C'est un moment étonnant. En tout cas, c'est un moment marquant dans l'histoire politique, un député Rassemblement National qui préside l'Assemblée nationale. José González, député Rassemblement National, José González qui est donc qui a passé la garde républicaine ici pour rentrer dans l'hémicycle. Il était accompagné, suivi par les 6 plus jeunes députés de l'Assemblée nationale, dont plusieurs députés NUPES, un député Ensemble et je crois 2 députés Rassemblement National. Tout à fait. Ils étaient juste derrière lui, ils ont d'ailleurs aidé à présider cette séance. Qui avait l'air très marqué par ce moment, qui avait le visage vraiment très sérieux pour les connaître un peu et les croiser parfois. Louis Boyard, par exemple, avait l'air jeune député NUPES. Voilà, d'être quand même conscient de l'importance de ce moment, alors que M. González s'est assis à la tribune du perchoir de l'Assemblée nationale. Lui qui nous expliquait tout à l'heure ici à ce micro qu'il avait préparé son discours seul avec quelques conseils de Marine Le Pen, mais qu'enfin elle lui avait laissé la responsabilité d'écrire ce qu'il voulait dedans et qu'elle lui faisait confiance, qu'elle lui avait dit, cela dit, qu'il ne fallait pas être dans la polémique. Donc voilà, on voit bien qu'il y a quand même cet état d'esprit de Marine Le Pen, être respectable et être constructive. Donc José González au perchoir et vous allez le voir à la droite de l'écran, notamment les députés les plus jeunes, les 6 députés les plus jeunes de l'Assemblée nationale, notamment Louis Boyard que vous citiez. Voilà, on va écouter monsieur González, député Rassemblement National. Au terme de l'article 1er du règlement, les 6 plus jeunes députés présents sont appelés à remplir les fonctions de secrétaire jusqu'à l'élection du bureau. Ce sont Monsieur Temataï Le Gaillic, Louis Boyard, Pierrick Berthelot, Brian Masson, Damien Maudet, Charles Rodwell. Le bureau d'âge de l'Assemblée nationale est constitué
En application de l'article LO 179 du Code électoral, j'ai reçu du ministre de l'Intérieur la liste des députés élus. Les décrets relatifs à la composition du gouvernement ont été publiés au journal officiel le 21 mai et le 26 juin 2022. Je rappelle que les députés membres du gouvernement ne peuvent prendre part au scrutin. Rassemblement national des Bouches-du-Rhône donc, qui préside cette séance. Normalement, il doit prononcer quelques mots. Il nous en parlait tout à l'heure. Je crois que c'est dans cette chemise rouge qu'on va lui amener quelques mots, d'une certaine manière, pour donner une sorte d'état d'esprit général pour cette nouvelle assemblée. Là, il lisait simplement la règle, c'est-à-dire que la séance, il sera aidé pendant cette première séance inaugurale par les députés les plus jeunes, 6 députés qui ont pris place à sa gauche et à sa droite. On va écouter donc le discours du président de séance, le député José González, Rassemblement national des Bouches-du-Rhône. Chers collègues, c'est avec émotion et solennité que je m'exprime aujourd'hui, puisque j'ai le vénérable privilège de la doyenneté de notre Assemblée nationale. Sans attendre, je souhaite avant tout adresser à chacune et chacun d'entre vous, élus de métropole, d'outre-mer et représentants des Français du monde, mes plus sincères félicitations pour votre élection ou réélection. J'ai en ces moments une pensée... J'ai, en ces moments, une pensée toute particulière pour ceux qui m'ont précédé dans cet inestimable honneur d'ouvrir la première séance d'une mandature, notamment pour le vénérable parlementaire que fut Édouard Frédéric Dupont et pour ce grand Français que fut Marcel Dassault. Qu'il me soit permis de saluer son arrière-petit-fils, notre collègue Victor Habert Dassault, réélu au siège du regretté Olivier Dassault. Cette émotion, nous sommes nombreux à la ressentir au sein de cet hémicycle, en ces lieux où nous accompagnent de leur écrasante présence toutes les glorieuses figures de l'histoire de France qui nous ont précédés sous ce dôme de lumière. Ce lieu qui résonne de tous les grands débats qui ont marqué notre vie démocratique, un lieu d'histoire, mais je sais aussi, peut-être, pour les millions de Français qui attendent de nous, un lieu d'espoir. En ce lieu sacré de la représentation du peuple français, de l'expression de la volonté nationale, vous voir réunis côte à côte, par ordre alphabétique, au-delà de toutes nos divergences, est un symbole d'unité française. Ce symbole d'unité touche l'enfant d'une France d'ailleurs, que je suis, arraché à sa terre natale et drossé sur les côtes de Provençal par le vent de l'histoire en 1962. J'ai laissé là-bas une partie de ma France et beaucoup d'amis. Je suis un homme qui a vu son âme à jamais meurtrie. Excusez-moi, je pense à mes amis que j'ai laissés là-bas. Je suis un homme qui a vu son âme à jamais meurtrie par le sentiment d'abandon et les périodes de déchirement. Comme nous tous, je n'en doute pas, je sais combien cette exigence d'unité française est nécessaire, notamment dans les temps complexes que nous traversons. J'émets le souhait, mes chers collègues, qu'elle éclaire nos débats et inspire nos décisions. Sur décision du peuple, une assemblée profondément renouvelée s'installe. Chacun ne pourra que se féliciter que la sagesse du corps électoral ait pu venir compenser la brutalité d'un mode de scrutin qui a parfois donné le sentiment amer à certains Français de ne pas être représentés. Les courants, même minoritaires, sont toujours utiles à la richesse d'un débat démocratique ou à l'émergence de nouvelles thématiques dans le débat public. Mais nous ne devons pas oublier qu'en choisissant l'abstention, nombre de nos compatriotes nous appellent certainement encore à une réflexion sur la représentativité politique et la démocratie sociale. La configuration politique de cette Assemblée nous fait vivre une situation presque inédite dans l'histoire de la Ve République,
avec une représentation nationale qui est appelée à prendre une place plus centrale. Sans méconnaître l'expression de nos convictions propres, sans méconnaître les passions légitimes qui animent chacun d'entre nous, c'est ici un lieu où doit s'exprimer le débat. Et sans omettre le sens du mandat que nous ont confié nos électeurs, il nous appartiendra de trouver les voies et les moyens d'œuvrer collectivement pour le bien du pays et dans l'intérêt des Français, et notamment les plus modestes et vulnérables d'entre eux. Permettez-moi, au seuil de cette mandature, d'émettre le vœu que cette situation politique particulière permette de faire progresser l'écoute, le respect et le dialogue, plutôt que l'invective, la confrontation stérile ou les anathèmes, qu'elle contribue à réconcilier les Français avec la politique et avec les politiques, qu'elle permette à chacun de redécouvrir à cette occasion l'utilité du débat et de la décision politique pour l'amélioration de la vie quotidienne de tous. Je nous souhaite d'être les législateurs audacieux et fructueux pour chacun d'entre nous, le meilleur dans l'accomplissement de votre exaltante mission et, pour notre patrie, des vœux de belle et grande réussite. Vive la République! Vive la France, je vous remercie. José González, député Rassemblement National des Bouches-du-Rhône, qui préside cette séance puisqu'il est le doyen d'âge à 79 ans. Il faut expliquer aux téléspectateurs ce qui vient de se passer. Amandine Attalaya, on a vu l'émotion de José González parce qu'il était ému de présider, évidemment on le comprend, la séance à l'Assemblée nationale. Il est nouvellement député à 79 ans, mais aussi parce qu'il a fait référence à son histoire personnelle. Il est né en Algérie, c'est un pied noir qui est arrivé sur les territoires métropolitains pendant la guerre d'Algérie et après l'indépendance de l'Algérie. Et donc il a fait référence à, je crois qu'il a utilisé le mot ami, en tout cas à ceux qui sont restés là-bas. C'est son expression. Et il a été à ce moment-là applaudi, mais par une partie de l'Assemblée, pas l'ensemble de l'Assemblée. C'était une référence pour lui, une référence personnelle, sentimentale, mais aussi une référence politique, parce qu'on sait à quel point des Français venus d'Algérie, pieds noirs, ont parfois, et même dans l'histoire de la Cinquième République, été politiquement mobilisés, et qu'un député Rassemblement National fasse une allusion à cela lors d'une séance inaugurale, ce n'est pas un moment anodin. Beaucoup plus politique certainement que ce à quoi l'on s'attendait et ce que nous avait dit qu'il ferait José González un peu plus tôt avec nous au micro. Il y avait aussi plusieurs messages politiques, alors assez subtils entre guillemets, mais sur l'écoute des petites gens, faire attention à ces Français modestes qui ne s'en sortent pas, être dans l'écoute, le dialogue, la construction et non pas dans l'invective. Donc malgré tout, on sent bien la main de Marine Le Pen sur le discours de José González. On comprend son émotion qui n'était pas forcée. Ah oui, je parlais là des messages divers politiques. Oui, rien à voir avec ce moment d'émotion qui était certainement d'ailleurs spontané. Alors qu'on tire au sort les scrutateurs, je précise, le président González est en train de tirer au sort les scrutateurs, donc ils vont être importants dans le vote pour la présidence de l'Assemblée qui va commencer dans quelques minutes. On va le vivre sur BFM TV. Je vous ai interrompu. Non, juste pour dire, c'était un moment. Il y avait deux parties. Il y avait ce moment d'émotion spontanée et il y avait un discours qui était réfléchi pour montrer le nouveau visage du Rassemblement National qui est beaucoup plus dans le dialogue, la construction, plus apaisée, toute cette poursuite de la stratégie de Marine Le Pen en opposition avec ce que feront peut-être les députés insoumis. On va écouter ce que dit le président de séance. Oui, les scrutateurs donc ont été tirés au sort. Il a visiblement donné le nom des scrutateurs qui ont été tirés au sort et qui vont devoir superviser les votes, puisqu'il faut expliquer ce qui va se passer comme vote. C'est pas un vote électronique. Les députés, d'abord siègent aujourd'hui par ordre alphabétique. Et donc, comme le rappelait tout à l'heure Thomas Soulier, Daniel Obono, député La France Insoumise, siège à côté de Julien Audoul, député Rassemblement National. Donc, ils sont par ordre alphabétique alors que d'habitude ils sont par groupe. Et ils vont devoir voter par ordre alphabétique. Ils vont d'abord tirer au sort une lettre. Il y aura une lettre qui sera tirée au sort et à partir de là, l'ordre alphabétique va se dérouler jusqu'au bout. Et ils vont tous symboliquement venir
mettre une enveloppe dans une urne. On a vu les urnes arriver tout à l'heure. Donc ça va prendre un peu de temps. C'est pas aussi rapide qu'un vote électronique comme je crois qu'ils peuvent sortir, non, entre-temps, oui, ils peuvent c'est sortir. Ça. Ils ne sont pas condamnés à passer tout l'après-midi enfermés jusqu'à 22h au sein de l'hémicycle. Mais ils sont en revanche condamnés à rester jusqu'à une certaine heure, puisqu'il y aura certainement plusieurs tours, on l'a dit et répété, lors de cette élection. Alors justement, je vous en parlais à l'instant, il va tirer au sort, M. Gonzalez, tout de suite, la lettre par laquelle va commencer le vote. On l'écoute. E. C'est la lettre E. E et F, G, H et les lettres qui suivent vont voter en début de cette séance de vote. Et ceux qui, dont les noms de famille commencent par A, B, C, D, vont devoir attendre 1 heure, 1 heure et demie. Probablement ce qu'on vient d'entendre pousser un cri certainement de désarroi, parce qu'ils se disent que ça va durer des heures. Voilà, c'est le sort qui en a décidé ainsi, dit le président de séance José González. Ça prend du temps. D'abord, il y a aussi une part symbolique pour ce premier vote. Ça prend du temps. Le dépouillement aussi va prendre du temps. C'est pour ça qu'a priori, le premier tour de scrutin, on n'aura le résultat que vers 17h, 17h15. Et c'est là qu'on verra qui est en tête. Logiquement, Yaël Braun-Pivet, candidate des macronistes, devrait être en tête. Mais on pourra voir un premier décompte du rapport de force. Est-ce que, entre guillemets, Yaël Braun-Pivet n'aura seulement les votes que l'ensemble des députés Renaissance plus Horizon plus Modem? Ou est-ce qu'il y a déjà des divers, des non-inscrits qui pourraient voter pour elle? On pourra regarder ça à 17h15, on le verra sur BFM TV en direct. Alors que le vote commence, vous le voyez en direct sur BFM TV. L'urne doit être mise en place, je pense, à l'endroit de la tribune où d'ordinaire les députés prennent la parole. Voilà, c'est un huissier, je crois, qui est en train de déposer cette urne. Et les députés dont le nom de famille commence par E vont venir, les uns après les autres, voter. Voilà. Je ne sais pas qui est le premier à venir voter. C'est un député sans veste, sans cravate, je crois. Est-ce que vous devinez Non, qui je ne le vois pas non plus. Il faut préciser qu'on a un écran qui est un petit peu petit, donc on scrute. Ah, ce sont d'abord les députés d'âge, bien sûr, ce sont les 6 que l'on a vu passer derrière nous tout à l'heure. Monsieur Le Gary, qui est ce jeune député polynésien de 23 ans qui vient de déposer son vote. Je n'arrive pas d'ici à reconnaître exactement les uns et les autres, mais ils sont 6 députés. Il y a, je crois, 2 NUPES, 2 Rassemblement National, 1 Ensemble et 1 dont j'ai oublié l'affiliation politique, mais qui sont donc chargés d'être les premiers à voter. Et ils vont assister, le président de séance, José González, pendant toutes ces heures de vote. Ils vont être les secrétaires de ce scrutin et vont donc reprendre leur place. Et on peut préciser. Alors c'est monsieur Echeny qui, par ordre alphabétique, va voter en premier député à voter, et ensuite les autres députés avec les lettres E, F, G, H, etc. Et ce sont les députés dont les noms de famille commencent par A, B, C, D qui voteront en dernier. On rappelle donc que pendant cette séance, qui est une séance un peu particulière, ils votent par ordre alphabétique et ils siègent par ordre alphabétique. C'est assez rare. Finalement, la seule fois où ça leur arrive par ailleurs, c'est quand le Congrès se réunit à Versailles, où la députée et les sénateurs sont dans le même hémicycle au château de Versailles. Et là, ils siègent aussi par ordre alphabétique. Exactement. Et on doit préciser aussi que les diverses majorités, groupes, se sont entendus pour désigner déjà leurs candidats. Et donc, par exemple, il y a eu au sein de la majorité des discussions, puisque ça se jouait entre Madame Yaël Braun-Pivet et Roland Lescure, et on n'en a jamais eu la confirmation absolue, mais le président semblait, selon certains au sein de la majorité, soutenir davantage Roland Lescure, et finalement ça ne s'est pas exactement passé de cette façon. Et donc c'est Madame Yaël Braun-Pivet qui est la candidate aujourd'hui de la majorité, qui a été pendant 5 ans déjà la présidente de la commission des lois. Elle est une ancienne avocate pénaliste et qui est arrivée en politique récemment, il y a 5 ans. C'est quelqu'un qui vraiment a découvert les arcanes de l'Assemblée nationale extrêmement rapidement, et qui là, si elle accède aujourd'hui au perchoir, deviendra la première présidente de l'Assemblée nationale, alors que nous avons déjà la France, la première ministre depuis Édith Cresson, donc depuis plus de 30 ans. Donc Emmanuel Macron continue de s'engager sur cette promesse qu'il avait faite de renouveler la vie politique, et de la renouveler aussi avec des visages plus féminins.
Aurore Berger est également la nouvelle présidente du groupe de la majorité au sein de l'Assemblée nationale. Et puisque le tirage au sort a désigné la lettre E pour commencer ce vote, ça veut dire que les députés dont les lettres commencent par A, B, C, E, D, O, D ont le temps de sortir de séance. C'est le cas de Pierre-Alexandre Anglade, député Renaissance, député réélu de la majorité macroniste, qui est avec Thomas Soulier. Oui, A comme Anglade, bonjour. Vous avez donc un petit peu de temps pour nous accorder quelques secondes de votre temps pour répondre à nos questions. Un mot d'abord sur ces premières minutes dans cette nouvelle assemblée avec beaucoup de nouveaux visages. Comment était l'ambiance à l'intérieur? C'était studieux ou il y avait déjà une forme d'excitation et de ferveur? C'est une assemblée transfigurée et où vous avez beaucoup de nouvelles personnalités qui arrivent dans cet hémicycle. Donc il va falloir apprendre à se connaître. Et de toute façon, on n'a pas le choix parce qu'on doit travailler ensemble. Il n'y a pas de majorité qui soit claire dans cet hémicycle. Il y a une majorité relative qui nous a été donnée par les Françaises et les Français. Mais là, le travail qui va s'engager très rapidement là, dans les heures, dans les jours qui viennent, c'est d'être capable de construire une relation avec nos collègues d'opposition pour être efficace sur les textes qui vont arriver très vite, là, dès le mois de juillet, sur le pouvoir d'achat notamment. Et donc il va falloir concilier avec beaucoup de députés, qu'ils soient NUPES ou encore du RN. Les 5 ans à venir, c'est quoi? C'est 5 ans de cauchemar ou c'est 5 ans de utile remise en cause? Non, c'est 5 ans de travail pour les Françaises et les Français. Les Français ont exprimé un choix clair, celui d'une assemblée nouvelle. Ce qui nous appelle à faire, c'est de travailler différemment et donc d'être capable de construire des majorités d'idées, des majorités de projets sur les textes au cas par cas. Et pas de coalition, vous dites. Projet de loi par projet de loi. Nous verrons ce que seront les discussions politiques et la Première ministre est en train de consulter les responsables d'opposition. Mais si nous n'arrivions pas à la coalition, moi je suis certain qu'il y a un chemin pour réussir à travailler. Parce que la grande priorité du pouvoir d'achat, ça doit rassembler l'ensemble des représentants ici de cette Assemblée, au-delà des clivages partisans. La lutte contre le dérèglement climatique est une autre priorité politique. Ça doit aussi nous permettre de rassembler très largement. Et donc nous, qui sommes le groupe central, pivot, charnière de cette Assemblée, on devra aller construire des majorités à droite et à gauche en fonction des circonstances. Dans une semaine, théoriquement, je dis bien théoriquement, Elisabeth Borne devrait venir ici à l'Assemblée pour tenir un discours de politique générale. Avec, c'était très souvent le cas, quasiment tout le temps le cas, un vote de confiance à l'issue. Est-ce que vous dites aujourd'hui, allez, il faut qu'on soit courageux dès le début, on fait un vote de confiance la semaine prochaine? Moi je dis, attendons de voir ce qui se passe cette semaine dans les consultations avec les différents représentants des partis politiques. Peut-être que certains voudront s'engager de façon plus consistante, plus sérieuse avec la majorité. À ce moment-là, peut-être qu'on pourra questionner l'Assemblée nationale. Mais au fond, tout ça, c'est pas ce qui est le plus important. Ce qui est le plus important, c'est qu'on soit intelligent collectivement, et majorité comme opposition. Et moi, j'espère des oppositions qu'elles vont saisir la main tendue de la majorité. Nous disons très clairement que nous sommes prêts à dépasser nos intérêts partisans au nom de l'intérêt national. C'est ça l'enjeu qui est celui d'aujourd'hui. Vote de confiance ou pas vote de confiance, ça c'est secondaire. Ce qui est important, c'est qu'on travaille pour les Françaises et les Français. Merci beaucoup. Je vous laisse regagner donc l'hémicycle. Vous avez un petit peu de temps, voire une petite heure même pour ce vote-là. Il y aura un premier tour, un premier vote pour désigner la future présidente. Il n'y aura pas de majorité absolue, donc il y aura sûrement un deuxième tour, voire un troisième tour. Il va falloir être patient à l'Assemblée aujourd'hui, comme pour les 5 prochaines années. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette première journée, cette première séance va durer beaucoup plus longtemps que si il y avait une majorité absolue, puisqu'on est là probablement jusqu'à 21h, 21h30, voire 22h. Ensemble, vous pourrez le vivre tout l'après-midi sur BFM TV. Je rebondis, Amandine, sur ce que disait Thomas Soulier à l'instant. Mardi prochain, à cette heure-ci, normalement, la Première ministre, Elisabeth Borne, prononcera son discours de politique générale. Je dis normalement parce que il est possible que ce discours soit décalé, il n'est pas gravé dans le marbre, la date n'est pas gravée dans le marbre. Et une des questions qui se pose, c'est est-ce qu'elle va demander ou pas un vote de confiance? Si elle se pose la question, c'est parce qu'elle n'est pas certaine de l'avoir. Elle n'est pas certaine d'avoir assez de députés pour avoir la confiance. Oui, ce serait extrêmement compliqué d'avoir la confiance, voire impossible. Quand on parle aujourd'hui aux proches du président et aux proches de la première ministre, ils sont très conscients du fait que s'ils le demandaient, ils ne l'obtiendraient pas. Donc ils laissent entendre qu'ils pourraient ne pas le demander. On s'oriente plutôt vers cela, ce qui politiquement est compréhensible parce que sinon Elisabeth Borne se mettrait évidemment dans une position extrêmement compliquée, même si elle avait, admettons, un vote qui passe de justesse, mais qui de toute façon ne serait pas un élan pour elle. Elle ne serait pas la première à ne pas demander la confiance. 3 premiers ministres avant elle ont choisi de faire de même, donc c'est vraiment selon son bon vouloir. Cela dit, il faudra en tout cas qu'Elisabeth Borne précise mardi prochain les contours un peu du projet présidentiel, parce que la majorité demande désormais aux uns et aux autres de faire des compromis texte par texte, au cas par cas, mais il manque certaines précisions, certaines
certaines orientations sur le projet présidentiel. Qu'en est-il aujourd'hui du projet d'Emmanuel Macron sur les retraites, par exemple? Quelle sera la priorité du gouvernement sur le pouvoir d'achat? Est-il prêt, oui ou non, à faire des concessions, à tendre la main? Donc c'est vraiment un discours crucial pour Elisabeth Borne qui s'est battue pour rester d'ailleurs à ce poste de Premier ministre, Philippe. Oui, alors qu'on voit sur BFM TV à l'instant le Benjamin de l'Assemblée nationale, donc il s'appelle Tematai Legaï, qui a 23 ans, qui est un député de Polynésie française, qui appartient à la NUPES, mais qui est un député en fait d'un parti local indépendantiste, dont je crois qu'il s'appelle Tahuira Ahuratira. Je suis pas certain de bien le prononcer. Mais c'est un député de 23 ans. Il y a un autre député qui n'a que quelques mois de plus, Louis Boyard, qui est aussi un député NUPES. Et donc c'est lui, avec cette chemise bleue que vous voyez, saluer les députés qui viennent et qui a fait presque voter 24 heures de vol pour, voilà, absolument, pour être présent ici à Paris. Et qui donc observe ce scrutin et qui salue et qui serre la main aux députés qui viennent voter pour ce vote en cours. À l'instant, on voit arriver, je crois, M. Jacobelli, nouveau député du Rassemblement national. Qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours ici, Amandine? Il va y avoir demain la désignation du bureau, c'est important, des vice-présidents de l'Assemblée. Là aussi, il y a normalement des vice-présidents qui reviennent à l'opposition, les présidences de commission, et un enjeu très fort autour de la présidence de la commission des finances qui doit revenir, c'est le règlement de l'Assemblée nationale depuis, je crois, maintenant une quinzaine d'années, qui doit revenir un député d'opposition. Exactement, et ça se jouera jeudi, et c'est déjà l'objet de toutes les attentions des divers groupes politiques ici, puisqu'il y a une bataille féroce pour l'obtenir entre la NUPES et entre le Rassemblement national. Chacun va présenter un candidat, et en fait, alors donc pour la NUPES, ce sera Éric Coquerel, pour le Rassemblement national, Jean-Philippe Tanguy, qui est un proche de Marine Le Pen et qui a travaillé beaucoup à sa campagne. Et l'espoir du Rassemblement national, qui a moins donc de députés que le groupe NUPES pour le nombre de votes, c'est d'avoir le soutien des Républicains, en se disant que les Républicains pourraient être effrayés par une présidence de la Commission des finances qui serait occupée par Éric Coquerel, qui vient de la France insoumise, et que ce serait beaucoup trop de pouvoir, notamment la levée du secret fiscal, attribué à la France insoumise. Donc on est déjà sur des tractations, des discussions qui sont complexes, une forme d'arrangement en fait politique avec bien sûr, si les Républicains acceptaient de faire cela, une forme de récompense que leur donnerait de l'autre côté les députés du Rassemblement national. Les Français vont certainement découvrir à cette occasion le fonctionnement tout simplement aussi de l'Assemblée nationale, puisqu'on ne mesurait pas jusque-là à quel point ce poste de la présidence de la Commission des finances était important, et l'Assemblée était assez effacée, le travail de l'Assemblée pendant le précédent quinquennat, et maintenant on peut assez aisément imaginer qu'on va suivre au jour le jour ce qui s'y passe et ce qui va déterminer en fait tout simplement le travail politique autour d'Emmanuel Macron dans les années qui viennent. Avec une petite curiosité aujourd'hui, puisque on vous parle depuis tout à l'heure de Yael Braun-Pivet, qui est donc la candidate désignée par Renaissance, Horizon et Modem pour représenter donc les députés macronistes. Elle va être probablement élue tout à l'heure présidente de l'Assemblée nationale, première présidente de l'Assemblée nationale. Mais à cette heure, elle n'est pas députée. Ou en tout cas, il y a une ambiguïté là-dessus. Je vous explique pourquoi. Elle était députée depuis 2017, présidente de la Commission des lois. Fin mai, donc avant les législatives, elle a été nommée au gouvernement, ministre de l'Outre-mer. Donc elle a siégé au gouvernement. Elle a gagné son élection législative, elle a été réélue. Et donc, elle a gagné aussi, en début de semaine dernière, le scrutin interne au sein du groupe La République En Marche pour être désignée candidate pour la présidence de l'Assemblée. Et dans la foulée, on a appris par le journal officiel, je crois que c'était vendredi ou samedi, qu'elle n'était plus ministre de l'Outre-mer. Donc, elle est ministre démissionnaire. Or, la règle, c'est qu'un ministre qui quitte ses fonctions peut redevenir député, automatiquement, c'est la règle. Mais il faut attendre un mois avant qu'il siège. Donc, théoriquement, on est dans une sorte de flou. Elle va néanmoins être élue présidente de l'Assemblée nationale aujourd'hui, mais ceux qui aiment le règlement de l'Assemblée nationale regardent ça avec amusement en disant qu'au fond, pour la première fois, l'Assemblée nationale va élire quelqu'un qui n'est pas député encore ou qui ne le sera officiellement que dans quelques semaines. On va vous faire vivre tout l'après-midi et pendant une partie de la soirée ce qui va se passer ici à l'Assemblée nationale. On est à quelques mètres de l'hémicycle, l'élection du président, ou plutôt de la présidente de l'Assemblée nationale, avec Amandine Atalaya et tous les reporters du service politique. Mais on vous rend la main pour l'instant, François Guépillan, en plateau, à Paris, au siège de BFM TV.
Merci. À tout à l'heure, évidemment. On reparle de cette élection de la présidente de l'Assemblée nationale, une première dans l'histoire de France. Dans quelques instants, d'abord la météo. À tout de suite.